Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Anne-Catherine Lyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État vaudoise, socialiste, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Vous vous occupez donc des écoles et vous entendez plusieurs fois par jour « c'était mieux avant ». C'est ce qu'on dit toujours sur l'école en général. C'est vrai, vous l'entendez ? Je l'entends, mais de moins en moins souvent, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées ces dernières années qui sont appréciées. C'est vrai ? Évident, oui, On est passé dans une étape où les gens reconnaissent qu'il y a eu des évolutions et que tout n'est pas moins bien qu'avant. Voilà, je pense que les gens reconnaissent les évolutions et puis il est vrai par ailleurs que chacun d'entre nous juge l'école par rapport à son propre parcours. Et c'est souvent lorsqu'on ne s'y retrouve pas très bien que l'on considère que son propre temps scolaire était mieux que celui d'aujourd'hui, pas simplement on s'y retrouve mieux. Vous avez une position clé pour la jeunesse vaudoise, formation et culture, deux secteurs qui impactent directement les jeunes. Vous en avez conscience de ça ? Alors, ô combien, c'est évident que j'en ai très fortement conscience quand chaque rentrée scolaire, autour du 25 août, il y a 83 000 enfants de ce canton qui retournent à l'école obligatoire ou qui y entrent. Il y a, avec le sourire. Mais oui, avec le sourire. Puis il y a 40 000 gymnasiennes, gymnasiens, apprentis, plus les étudiants. Donc j'ai vraiment profondément conscience de ce nombre d'enfants et de jeunes qui sont confiés à ma responsabilité sous l'angle du système scolaire, du système de formation, et c'est une magnifique responsabilité. C'est leur réussite qui est entre vos mains ? Je me donne cette responsabilité-là, disons, de donner les conditions pour qu'ils réussissent, et puis ensuite, alors après, chacun doit se donner de la peine, doit faire bien les choses, mais on offre un cadre qui permet à toute personne qui se donne bien dans son apprentissage, dans le fait d'apprendre, eh bien, a toutes les chances de bien réussir. Mais bon, rassurez-nous, les jeunes qui échouent, non, c'est pas de votre faute. Non, c'est pas de ma faute, Ouais. non, mais je me sens quand même, disons, cette responsabilité d'avoir un système du point de vue de l'ensemble de l'infrastructure, quand bien même ce sont les communes qui la mettent à disposition, mais qu'elle soit de qualité, que les transports fonctionnent bien, ce sont les communes qui s'en occupent, et puis aussi que le corps enseignant se sente à l'aise, soit bien formé, motivé, engagé, pour que les conditions de la réussite soient au rendez-vous. Bon, votre rapport avec la jeunesse est relativement paradoxal, parce qu'à la fois vous les amusez et à la fois vous représentez l'autorité suprême pour un jeune, c'est-à-dire l'école et la formation. Vous arrivez à avoir un rapport normal avec eux. Quand vous allez dans une classe d'école, par exemple, tout le monde vous regarde avec des grands yeux, vous appelle madame, et il n'y a pas vraiment de rapport. Oh, mais je crois que pour les enfants, la personne la plus importante pour eux, c'est leur maîtresse ou leur maître. Ils savent souvent à peine qui est le directeur ou la directrice. Et puis, pour les très jeunes enfants, et là, ça amène beaucoup d'humilité, la personne la plus importante pour un jeune écolier, c'est le concierge. C'est vrai ? Alors, je ne peux pas rivaliser par rapport au concierge. Pour eux, c'est la figure la plus forte de l'autorité. Et je le dis à la fois parce que c'est un clin d'œil par rapport à moi-même et aussi parce que c'est la vérité. Donc on évite de ramener à sa juste place. C'est vrai que celui qui fait peur dans un établissement scolaire, c'est le concierge. Exactement. C'est lui qui a la punition suprême. Aller ramasser les feuilles dans la cour pendant la récréation, c'est l'horreur, ça, pour un jeune. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'une fois, j'allais visiter une exposition de travaux d'élèves. Et ce qu'ils ont retenu, c'est pas le fait que je sois venue, parce qu'ils n'ont aucune idée de quelle est ma fonction, même si on leur explique, entre guillemets, ils s'en fichent un peu. Mais ce qui les a fascinés, c'est que le concierge m'a laissé me parquer dans le préau. C'était un signe de... C'est intéressant, c'est intéressant. Mais vous avez... Comment vous sondez cette jeunesse? Parce que ce sont des chiffres pour vous, d'abord, les jeunes. Vous recevez les chiffres de réussite, les chiffres d'échec, etc. Et puis c'est aussi un coût. Chaque jeune est un coût pour vous. Est-ce que c'est vraiment une culture jeune qui vous intéresse quel rapport vous avez avec cette jeunesse? Je crois avoir un rapport assez proche. Je n'ai pas d'enfants personnellement. J'ai des neveux et des nièces merveilleux qui me permettent aussi de rester en contact. C'est vos ambassadeurs de la jeunesse. C'est mes ambassadeurs et aussi les très nombreux jeunes
jeunes que je côtoie dans le cadre de mon parti, par exemple, parce qu'il y a toute une activité partisane dans le cadre des manifestations auxquelles je participe. Et puis, les enfants, les jeunes, mais parfois des très jeunes enfants m'écrivent. Donc, ça permet de garder de manière à la fois très directe par ma famille et, disons, relativement proche par d'autres enfants et jeunes, de garder un contact avec eux. Vous connaissez Justin Bieber, Bastian Baker, Miley Cyrus, les stars des jeunes? Alors, en tout cas, Bastian Baker, parce qu'on suit de très près son parcours dans le canton de Vaud, et puis Justin Bieber, oui, parce que comme tout le monde. Pour les cadeaux de Noël, il fallait, disons, savoir quel était le bon cadeau à offrir, etc. C'est la Biebermania. Voilà, je me tiens informée ainsi. Vous êtes sur Facebook, par exemple? Oui. D'accord. Et vous allez fouiller des profils de jeunes pour voir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent? Alors malheureusement, je n'ai pas le temps d'utiliser Facebook dans toutes ses dimensions, mais j'ai plusieurs centaines de friends. D'accord. Des friends, d'accord. Voire même des fans. Peut-être des fans, ça, je ne sais pas, mais des friends. Et ils likent beaucoup ce que vous dites, c'est qu'on peut liker. Oui, je sais qu'on peut liker. Il y a beaucoup de likes. Quand je m'exprime sur Facebook, il y a pas mal de likes. Mais malheureusement, là aussi, il faut beaucoup de temps, parce que je le fais moi-même. D'autres politiciens confient à d'autres personnes le soin d'animer leur les agences profil. de communication, souvent. Mais moi, je le fais moi-même, donc je le fais aussi souvent que j'y arrive, et c'est pas très souvent malheureusement. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de la formation dans le canton de Vaud. Vous incarnez la formation. Quand on dit formation, on pense Anne-Catherine Lyon. C'est une place que vous acceptez. Vous vous identifiez totalement à la formation dans le canton de Vaud. Elle vous ressemble parfaitement? Alors je m'y identifie beaucoup. C'est un domaine qui est tellement dur, tellement rude qu'il faut l'aimer passionnément, sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc j'ai un amour profond pour la formation, pour ce département. Et tout cet amour, cette conscience aussi de la chance et de la responsabilité qui est la mienne, me permet de passer des fois à travers des moments qui sont assez durs, assez confrontants. Il y a du combat. Parce que la formation, c'est passionnel. La formation, ça rappelle notre formation, et notre formation, c'est l'enfance. L'enfance, c'est ce qu'on a de plus cher. Absolument. Vous, c'est passé comment, votre école, votre scolarité? Elle était pas tout à fait facile, disons. J'ai eu la chance pour moi d'être un enfant sage, ce qui fait que j'ai pu passer le mieux possible dans le système, mais j'avais pas une intelligence très scolaire, disons. Puis j'étais très timide, donc c'était pas tout à fait Vous étiez la fille à lunettes évident. Au fond à droite, c'est ça? Non, j'avais pas de lunettes à l'époque encore, mais c'était un petit peu ça. Alors j'avais la chance d'être douée dans un domaine qui était le sport, et c'est tellement différent du reste de l'école que ça permettait de trouver ma place au sein de la classe, au fond. D'accord. J'étais dans ceux qui n'étaient pas très très bons dans la partie très scolaire, mais quand on a une autre discipline dans laquelle on est bien à l'aise, ça permet de se trouver bien dans le groupe. Vous vouliez déjà changer des choses dans votre classe? Peut-être que oui, mais alors la timidité l'emportait. Donc je n'étais pas un leader affirmé, je ne faisais pas partie de celles et ceux qui sont déjà le président de leur classe, leur délégué, tout ça, puis qui font une carrière. Il y a des gens mettent des petites affiches dans leur classe. Qui avancent et qui deviennent politiciens, embrassent des carrières de cet ordre, ou deviennent grands chefs d'entreprise. On connaît un petit peu ces parcours-là, mais le mien était beaucoup plus introverti en dedans, mais c'était un poste d'observation aussi fantastique. Alors, et ça vous donne une force, les autres. Ça vous donne une force comme politicienne, parce que votre ego, du coup, ne prime pas spécialement. Ce sont vos idées que vous voulez mettre en avant, j'imagine. Vous avez tout à fait raison. Et il faut être au service des idées et s'oublier un peu. Il ne faut pas avoir d'orgueil, il faut avoir, disons, il faut affirmer sa personnalité, c'est sûr, sinon on n'arrive pas à faire passer ses idées, mais il ne faut pas être orgueilleux, narcissique, sinon on ne s'en sort pas. Et pour vous, alors la petite fille timide, ça doit être un supplice de faire des télévisions, des radios, de défendre des idées, d'aller faire des discours, rencontrer des enseignants qui sont parfois hostiles? Alors, effectivement, je dois dépasser cet élément-là, mais au fil des années aussi, on s'entraîne, on acquiert une certaine confiance dans ce que l'on sait faire, on acquiert aussi une certaine confiance sur le domaine concerné, donc ça permet de faire passer les choses. Vous vous êtes pas fait coacher? Non. D'accord. Et vous n'avez pas des petits trucs à nous donner contre la timidité? Parce qu'il y a beaucoup de gens timides qui aimeraient apprendre de vous. Mais je crois que Alors j'ai commencé par pratiquer le barreau, et c'est là où c'était le plus difficile de plaider. Parce que là, c'était vraiment, il fallait se jeter à l'eau. Et en plus, il y a un enjeu qui est très important là. Ah oui, un enjeu immédiat par rapport à la personne. Et puis, l'un de mes maîtres de stage m'a donné m'a donné un conseil que j'utilise encore maintenant et que je peux peut-être donner, c'est celui
de ne pas plaider contre son style. Il faut accepter qui on est et utiliser cela comme une force. Alors il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que moi, qui sont beaucoup plus spectaculaires, qui ont un charisme plus évident. Vous leur laissez ça? Mais je leur laisse ça, donc ça ne sert à rien de les imiter. Mais moi, j'ai beaucoup de sérieux et j'ai un charisme un peu plus en dedans, mais qui fait sur le long terme beaucoup d'effets. Ça permet de tenir. Donc il faut utiliser qui on est plutôt que de s'inventer un personnage. Vous savez qu'un vrai fan de Johnny Hallyday, il n'a pas un poster, mais il en a 15 dédicacés, toutes les versions des albums. Vous en faites partie, vous? Alors, fanatique. Comme je suis une fan sur le tard, alors j'ai pas tout ceci, mais je connais des fans absolus et qui sont en effet sur ce registre. Mais moi, je suis alors une fan absolue, parce que je supporte pas la critique envers Johnny Hallyday. Non, c'est vrai. Je suis toujours de son côté, au fond. D'accord. Oui. Même quand il s'exile fiscalement? Alors là, je trouve des excuses? Pas des excuses, mais disons, disons ça m'attendrait, on va dire que c'est comme ça. C'est vrai que c'est un domaine politiquement qui est très délicat. Et puis. Alors voilà. Johnny Hallyday arrive à réconcilier une socialiste avec l'exil fiscal. Ça devient, non, ça devient poussé là quand même. Vous avez raison de me taquiner sur ce sujet-là, mais je reste sur l'artiste, Oui. Disons, ce qui m'impressionne beaucoup sur l'artiste, c'est sa durabilité. C'est d'avoir commencé à 15 ans et à 70 ans d'être toujours sur scène, avec une vie de rocker qui est une vie pas piquée des verres, disons, et de pouvoir tenir déjà le coup physiquement, une voix magnifique. Et puis cette présence sur scène. Bon, on pourrait vous retourner le compliment parce que c'est vrai que vous aussi, vous avez une belle durabilité politique, une belle durabilité aussi dans la défense de vos idées, et puis une vie pas piquée des verres aussi. Hein. Vous disiez la vie de rocker, la vie de politicien n'est pas forcément plus facile que la vie de rocker. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement, on n'est pas sur les mêmes substances qu'eux, généralement, parce que ça nous permet de durer. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des vies qui sont... Il faut avoir, disons, une santé assez solide. Qu'est-ce qui est hard rock en politique ? Ce qui est, je dirais, hard rock, c'est il faut arriver à encaisser beaucoup, encaisser des coups. Il faut savoir en redonner aussi, mais il faut proportionner. On encaisse beaucoup plus qu'on ne donne de coups, en fait. Ouais. Et puis, comme le disent les Valaisans, pour la politique, il faut savoir pardonner, mais avoir la mémoire longue. On encaisse beaucoup plus que ce qu'on donne. Dans un système global, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui donne plus qui reçoit, du coup. C'est qui donne plus ? Je parlais en termes de coûts, disons. D'accord. C'était sur les coûts. Autrement, alors dans la dimension positive du don de soi, là, ça doit être un don total de sa personne, parce que sinon, on n'est pas crédible. Donc, toute la vie privée en prend un coup, et puis, parfois, c'est un choix de vie, je dirais, la politique. Oui, c'est la partie moins sympa. On est Anne-Catherine Lyon de 6h à 6h. C'est-à-dire que si on sort le soir, on est aussi Anne-Catherine Lyon. Tout à fait. Surtout quand on est dans la culture, on ne peut pas aller voir un spectacle incognito sans que le metteur en scène vienne nous parler de subventions, j'imagine. Voilà, ça fait partie du job, comme on le dit, mais c'est vrai qu'en même temps, on a la chance d'habiter dans une région du monde où les gens sont très gentils. Et les gens, quand ils viennent s'adresser à moi, à mes collègues, aux gens qui font de la politique en général, les gens qui me détesteraient, ils existent sans doute, ne vont pas venir. Ce n'est pas dans le tempérament suisse, au fond, helvète, de venir agresser les gens verbalement, etc. Ils viendront simplement pas me saluer. En revanche, la plupart des gens qui sont respectueux de l'autorité ou qui ont des atomes crochus viennent dire un gentil petit mot, un clin d'œil et tout ça. Et ça, c'est très sympa. Bon, 2 mots de la culture. Là encore, c'est un sujet pas facile parce qu'il y a des gens qui sont d'accord et qui ne sont pas d'accord sur tous les sujets. Vous ne trouverez jamais l'unanimité sur la culture. Alors, il y a le débat culture mainstream contre culture, entre guillemets, souterraine, la culture underground, etc. Et puis certains vont dire, mais vous soutenez qu'un certain type de culture. Dans le théâtre, on entend souvent ça, dire oui, mais vous soutenez toujours les pièces un peu intello et puis jamais les petites pièces sympas dans le quartier. Quelle est votre stratégie en termes de soutien culturel? Qu'est-ce que vous soutenez et qu'est-ce que vous ne soutenez pas? Je dirais tout d'abord que c'est beaucoup plus diversifié que ce que les gens ressentent. Ce que nous soutenons, c'est la culture, disons, pratiquée par des artistes professionnels. Donc nous ne soutenons pas, par exemple, le théâtre amateur, sauf des amateurs qui sont à un tel niveau qu'ils en sont presque des professionnels, comme la compagnie du Clédar à la Vallée de Joux. Ça, c'est une des exceptions que l'on soutient. Autrement, c'est tout ce qui a trait aux artistes
professionnelle. Donc ça permet déjà de faire une distinction. Et puis nous ne soutenons pas les toutes premières créations. Ça, ce sont les communes qui viennent à l'appui des créateurs lorsqu'ils arrivent sur la scène au sens large de ce terme. Et nous venons en appui juste après. Et ce sont des commissions indépendantes qui répartissent l'argent. Mon rôle est d'aller chercher l'argent pour les amener à ces commissions. Vous n'avez aucun regard sur le choix de ces commissions? Vous n'allez pas dire il faudrait soutenir plus cette partie de la culture ou cette partie de la culture? Rien du tout? Non, si ce n'est que je veille à ce que le choix, enfin je veille, sans donner d'instructions, mais j'ai un regard attentif sur le fait que ce soit diversifié, que ce soit, que l'on puisse, que l'on soit intéressé à tous les modes d'expression, que l'on soit intéressé aussi à tous les modes d'expression dans l'ensemble du canton, partout où il y a de la qualité au fond. Parce qu'on nous a fait aussi le reproche totalement infondé de ne soutenir que ce qui se passait sur la commune de Lausanne. Oui. Or, si on regarde nos chiffres, eh bien, c'est beaucoup plus diversifié que l'a priori qu'ont les gens. Donc, c'est Donc vos goûts personnels n'ont aucune influence sur les subventions, sur l'encouragement à la culture, etc. Non, aucune influence. D'accord. Et vous avez l'impression, vous avez un poste d'observateur privilégié quand même de la culture suisse romande. Vous avez l'impression qu'elle est vigousse, qu'il se passe des trucs, qu'elle innove? Alors il se passe des choses époustouflantes. Je ne pourrais pas parler pour les autres cantons, mais dans le canton de Vaud, c'est vraiment une offre culturelle d'une diversité, d'une force sans pareil pratiquement dans l'ensemble de l'Europe en fait. À ce point-là? Oui, à ce point-là, tout à fait. Vous savez qu'il y a Paris dans l'Europe aussi, hein? Oui, je sais bien, mais nous avons, mais disons, rapporté à la taille de la population ici, c'est vraiment un jaillissement vraiment très très fort et on a la chance d'avoir vraiment dans l'ensemble des grands champs culturels, que ce soit le théâtre, la danse, la musique, etc., etc. Nous avons vraiment ce jaillissement fort et puis sous un angle qui est généralement connoté à des très grands pays comme le cinéma. Nous avons la chance d'avoir des réalisateurs, des créateurs qui sont vraiment à un très haut niveau aussi. Et nous avons augmenté énormément le soutien que nous apportons au cinéma pour la création. Et puis nous avons enfin la chance dans le canton d'avoir des écoles qui sont à un très haut niveau. On peut penser à l'ECAL, on peut penser à la Haute École de musique. Et puis nous avons la chance d'avoir la Manufacture, qui est une école de théâtre intercantonale, mais qui a son siège dans le canton de Vaud. Donc on est vraiment très bien armés. On voit que la force des écoles amène aussi une force très grande à la création. Dernière question rituelle. Vous vous êtes déjà cherché sur Google, bien sûr, Anne-Catherine Lyon. Vous avez vu qu'il y avait les résultats, mais il y a aussi les suggestions de recherche. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens recherchent à votre sujet et on vous suggère de rechercher la même chose que d'autres personnes ont cherché à votre sujet. À votre avis, qu'est-ce que les gens recherchent sur vous, sur Google ? Donc les gens écrivent Anne-Catherine Lyon et ensuite ils mettent un mot, une phrase. D'accord, je comprends ce que vous dites, mais alors je n'ai aucune idée de ce qu'ils recherchent. C'est vrai, vous n'avez aucune idée de ce qui peut susciter la curiosité? Non, parce que comme je ne suis pas narcissique, alors je ne vais pas regarder ce qui est écrit sur moi par Google, mais ça m'intéresse. Alors d'abord, bon, on cherche votre adresse email, on cherche votre numéro de téléphone, Anne-Catherine Lyon téléphone, email, et puis il y a quand même quelque chose d'intéressant, Anne-Catherine Lyon vie privée. Ah ouais, les gens recherchent ça. Ils doivent s'interroger, à mon avis, sur votre vie privée. C'est aussi parce que vous êtes très discrète là-dessus. Oui, parce que j'ai fait le choix, comme beaucoup d'autres de mes collègues, de vraiment faire cette séparation, pour garder un tout petit bout rien que pour soi. Parce et vous faites bien de dire un tout petit bout. Oui, c'est petit, mais c'est pour moi. Donc, mais du coup, ça suscite la curiosité. Hein. Ça peut aussi avoir un peu l'effet inverse. Ça peut avoir l'effet inverse. Mais les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a à cacher, Anne-Catherine Lyon? Disons un jardin secret, une vie privée. Il faut garder quelque chose pour soi. Et puis, je crois que garder une part de mystère est une chose importante. Très bien, on restera sur ce mystère d'Anne-Catherine Lyon. Merci beaucoup d'être venue dans Face à Face. Merci.